Aujourd'hui, je partage avec vous 6 principes pour influencer les autres, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Parce que ces principes, c'est comme un sabre laser, ça peut être utilisé pour aider le côté lumineux de la force ou au contraire pour le côté obscur. Ces principes sont tirés directement du sulfureux livre Influence et manipulation de Robert Cialdini et vous allez le voir, ça dépote. Le tout premier principe de l'influence est la réciprocité. Et pour bien le comprendre, nous allons directement commencer par des études de cas. Un professeur d'université se livra il y a quelques années à une expérience. Il envoya ses vœux pour Noël à un certain nombre d'inconnus. Il reçut en retour une avalanche de cartes de vœux de la part de ces inconnus. Et la grande majorité de ceux-ci ne cherchaient même pas à savoir qui il était. Cette petite étude montre parfaitement bien l'une des plus puissantes des armes d'influence, la réciprocité. La règle est qu'il faut s'efforcer de payer de retour les avantages reçus d'autrui. Si quelqu'un nous rend service, nous lui devons un service en retour. Il est considéré comme normal que le fait de recevoir crée une dette, d'où le double sens que prend le mot obligé dans un grand nombre de langues. Chacun de nous connaît la règle et connaît les sanctions sociales qui frappent ceux qui ne la suivent pas. On les appelle des ingrats, des profiteurs, des égoïstes, des resquilleurs. Comme ceux qui prennent sans se donner la peine de donner un retour risquent la réprobation générale, nous sommes prêts à tout pour éviter que l'on nous classe dans cette catégorie. C'est sur ce point que nous pouvons nous faire prendre au piège d'individus qui cherchent à profiter de notre sentiment d'obligation. Voyons une expérience scientifique pour bien comprendre ça. Un sujet devait apprécier la qualité de certains tableaux dans le cadre d'une expérience sur le jugement artistique. Avec lui prenait part ce qu'il pensait être un autre sujet, dans la même situation que lui, mais qui en fait était un assistant du chercheur, que l'on nommera Jean. L'expérience se déroulait selon 2 schémas différents. Pendant une pause, Jean, donc l'assistant du chercheur, quitte la pièce quelques minutes, puis revient avec 2 bouteilles de Coca-Cola, une pour lui, une pour le sujet de l'expérience, en disant « J'ai demandé si je pouvais chercher un Coca, on m'a dit oui, alors j'en ai pris un pour vous. » Donc ça c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, Jean quitte la pièce et revient les mains vides. Ensuite, lorsque les tableaux avaient été notés et que le chercheur avait quitté la pièce, Jean demandait au sujet de l'expérience de faire quelque chose pour lui. Il lui expliquait qu'il vendait des billets de loterie et qu'ici il en vendait beaucoup, il gagnerait 50 $. Jean lui demandait alors d'acheter des billets à 25 cents, le nombre que vous voulez. Donc là, la question c'est, dans quelles conditions croyez-vous que les sujets achetèrent le plus de billets? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu davantage de personnes qui ont acheté des billets dans le cas où on leur avait apporté un Coca, ou plutôt dans le deuxième cas où il n'y avait rien de spécial qui avait été donné? Évidemment, oui, dans le premier cas, donc les sujets qui s'étaient vus offrir une bouteille de Coca-Cola ne pouvaient guère refuser sans offense ces gens. Ils achetaient en moyenne 2 fois plus de billets que ceux qui ne s'étaient pas vus offrir une bouteille de Coca. Or, à l'époque, une bouteille de Coca-Cola coûtait 10 cents. Un billet de loterie coûtait donc 2,5 fois le prix d'un Coca, et les sujets de la condition 1 en achetaient en moyenne 2. Donc les gens dépensaient 5 fois le prix de ce qu'on leur avait offert. De plus, il a été demandé au sujet d'indiquer s'il trouvait Jean sympathique ou non. Comme il faut s'y attendre, les chercheurs ont trouvé une nette corrélation entre les personnes qui trouvaient Jean sympathique et leur comportement lors de l'achat des billets, mais uniquement dans la condition où ils n'avaient pas reçu de cadeau. Dans la condition 1, dans laquelle ils avaient reçu une bouteille de Coca, le fait qu'ils apprécient Jean ou pas n'a aucune incidence. Comme si le fait de donner pouvait annihiler toute influence de la sympathie ou de l'antipathie sur les actes que nous faisons à l'égard des autres. En fait, qu'ils le trouvent sympa ou non n'avait aucune importance. Jean avait créé une obligation à leur encontre et il s'en acquittait. Le deuxième principe de l'influence est celui de l'engagement et de la cohérence. 2 psychologues canadiens ont mis en évidence une attitude très intéressante des parieurs hippiques. 30 secondes avant de miser leur argent,
Ils hésitent encore et ne sont pas très convaincus. 30 secondes après, ils se montrent optimistes et sûrs de leur jugement. Ils sont beaucoup plus confiants dans le fait que leur cheval va gagner. Pourtant, c'est le même cheval, le même couloir, la même piste. Pourquoi un tel changement d'opinion ? Il s'agit à nouveau d'une arme d'influence sociale dont les ressorts secrets permettent de diriger nos actions. Notre désir, quasi obsessionnel, d'être et de paraître cohérent dans notre comportement. Dès que nous avons pris position ou opté pour une attitude, nous trouvons soumis à des pressions intérieures et extérieures fortes qui nous obligent à agir en fonction de notre prise de position initiale. Nous réagissons alors de façon à justifier nos décisions intérieures. Le désir de cohérence est une motivation forte, car dans la majorité des cas, la cohérence est valorisée. L'inconséquence est donc considérée généralement comme un défaut. La femme qui change sans cesse d'avis est traitée de capricieuse ou de cervelle d'oiseau, tandis que l'homme qui se laisse facilement influencer est un faible, incapable de se tenir à ses décisions. De plus, quelqu'un dont les opinions, paroles et actes ne concordent pas peut être considéré comme incohérent, hypocrite ou même déséquilibré, alors qu'une cohérence sans faille est souvent associée avec l'intelligence et la force de caractère. Et c'est la cohérence qui fonde la logique, la rationalité, la stabilité et l'honnêteté. Si l'on vous pousse à un engagement quelconque, c'est-à-dire à prendre position publiquement, alors on aura préparé le terrain et on vous aura poussé à tenir avec une cohérence automatique et inconsidérée cet engagement. Et il est relativement facile d'arracher une affirmation positive à quelqu'un qui pense faire une simple déclaration sans implication, pour ensuite utiliser cette affirmation pour l'influencer à agir dans le sens que nous voulons. Étudions une expérience pour nous en convaincre. Un sociopsychologue interroge un échantillon d'habitants de l'Indiana sur ce qu'ils répondraient si on leur demandait de consacrer 3 heures à faire la quête au profit de la Ligue contre le cancer. Les personnes, croyant ne devoir faire qu'une simple affirmation et ne souhaitant pas passer pour des égoïstes aux yeux de l'enquêteur, car, comme la plupart des êtres humains, ils recherchent l'approbation des autres, furent nombreux à indiquer que oui, ils accepteraient. Cette simple manœuvre se traduisit par une multiplication par 8 du nombre de volontaires lorsque, quelques jours plus tard, un bénévole de l'œuvre en question les sollicita pour quadriller le voisinage. Pourquoi un simple oui à une question en apparence banale et qui pourrait ne pas porter à conséquence entraîne un changement drastique dans les résultats? Parce que ce oui entraîne chez la personne qui l'émet un ensemble d'événements en apparence anodins qui s'enchaînent jusqu'à la faire agir différemment de ce qu'elle aurait fait sans avoir dit oui, et qui change même sa propre façon de se percevoir. Examinons ces étapes. Donc d'abord la question. Si l'on vous demande de consacrer 3 heures à faire la quête au profit de la Ligue contre le cancer, est-ce que vous accepteriez, on va dire hypothétiquement? Je ne veux pas passer pour un égoïste, je veux être bien vu, je réponds oui. Je rationalise ce oui a posteriori, en l'expliquant par le fait que je suis un citoyen engagé, ou responsable, ou qui veut lutter contre le cancer, etc. Et pas un être humain qui recherche désespérément l'approbation d'autrui au point de répondre oui à quelque chose que j'aurais refusé de faire si on me l'avait demandé directement. Cela m'amène à changer la vision que j'ai de moi-même, vision positive et agréable qui me fait voir sous un jour positif. Lorsqu'un bénévole de la Ligue contre le cancer vient me demander mon aide, je ne peux pas lui refuser sans 1. Détruire cette image positive que j'ai construite vis-à-vis de moi. 2. Être incohérent avec toutes les peurs ancrées et détaillées plus haut liées à cet état que cela implique. Et du coup, j'accepte de l'aider. Et cette acceptation va renforcer l'engagement que j'ai pris et l'image que j'ai construite de moi-même. Ainsi, il est possible, à partir de petits engagements, de manipuler l'idée qu'un individu a de lui-même. On peut changer le citoyen ordinaire en personne soucieuse de l'intérêt général, le consommateur quelconque en client, le prisonnier de guerre en collaborateur. Et lorsqu'on a modifié cette image de l'individu de la façon voulue, celui-ci se conforme tout naturellement à ce que vous lui demandez de faire dans la ligne de son nouveau personnage. Le troisième principe de l'influence est la preuve sociale.
Est-ce que vous aimez les rires préenregistrés dans les émissions ou séries télé? Si vous êtes comme la plupart des personnes, ce n'est pas le cas et vous trouvez ça probablement complètement stupide, malhonnête et ridicule. Mais pourquoi, dans ce cas, les producteurs de télévision continuent toujours à les utiliser? Le public, les scénaristes et les acteurs trouvent pourtant ce procédé fort désagréable et réclament souvent leur suppression. La réponse est évidemment, si ces rires continuent à être utilisés, c'est parce qu'ils sont efficaces. Les études montrent que le public rit plus souvent et plus longtemps des produits humoristiques lorsque les rires préenregistrés sont utilisés. Cette réponse entraîne une autre question. Pourquoi ces rires sont-ils efficaces? Pourquoi rions-nous davantage lorsque les produits comiques sont noyés dans une gaieté mécanique? Pourtant, la télé ne nous abuse pas vraiment. Il est évident que ces rires sont mis là pour nous pousser à rire nous-mêmes. Mais malgré la transparence de la mystification, elle parvient à son but. Pour comprendre pourquoi, nous devons étudier une puissante arme d'influence, la preuve sociale. Nous l'utilisons comme un des moyens pour déterminer ce qui est bien ou non, ce qui doit être fait ou non. Ainsi, nous jugeons qu'un comportement est plus approprié à une circonstance particulière si nous voyons d'autres personnes l'adopter, et particulièrement si nous nous demandons quel comportement adopter à ce moment. Par exemple, que dois-je faire de cet emballage de popcorn vide après une séance de cinéma? Quelle vitesse je dois adopter sur cette autoroute? Comment manger mon poulet lors d'un dîner? Etc. Il n'y a d'ailleurs pas qu'à la télévision, loin s'en faut, que l'on sait utiliser le principe de la preuve sociale. Ainsi, les barmen peuvent disposer sur le bar quelques billets en début de soirée pour faire croire qu'il est d'usage de laisser à ce bar des pourboires d'importance. Dans les églises, le procédé est parfois utilisé pour amorcer les corbeilles pour la quête. Les publicitaires sont ravis également de nous dire que lorsqu'un produit est en plein essor ou établit des ventes records, car ils n'ont alors plus besoin de nous convaincre de façon directe que le produit est bon. Il leur suffit de nous dire que c'est l'opinion des consommateurs, ce qui en soit un argument suffisamment convaincant. Vous pouvez d'ailleurs tenter vous-même demain une expérience simple pour tester le pouvoir de la preuve sociale. Alors que vous marchez dans une rue, passante, arrêtez-vous au milieu du trottoir, puis fixez pendant au moins 1 minute le ciel ou le sommet d'un immeuble. Normalement, rien ne se produira, la plupart des passants continueront de passer. Mais maintenant, répétez l'expérience avec 4 amis. En moins d'1 minute, une foule de badauds se seront arrêtés et regarderont le ciel. Et les piétons qui ne se joindront pas à l'attroupement ressentiront le besoin irrésistible de regarder en l'air au moins un instant. Si vous reproduisez les résultats d'une expérience semblable de sociopsychologie à New York, votre groupe fera lever les yeux à au moins 80% des passants. La preuve sociale se manifeste de 1001 manières différentes. Par exemple, des études montrent que le taux de suicide et d'accident, donc manifestement des suicides déguisés, augmente significativement après l'évocation de suicides dans la presse. Une étude conduite aux États-Unis de 1947 à 1968 montre ainsi qu'après chaque suicide relaté dans les journaux, il y a en moyenne 58 suicides de plus que d'ordinaire. On peut donc dire que chaque fait divers relatant un suicide tue 58 personnes. La preuve sociale est ainsi si puissante qu'elle peut même pousser des individus à entreprendre l'acte le plus extrême qui soit, mettre fin à leur jour. Le 4e principe de l'influence est la sympathie. Depuis plus d'un demi-siècle, la marque Tupperware connaît un succès énorme. Ce sont pourtant de simples boîtes en plastique qui ne se vendaient pas du tout en magasin. Leur secret? Les ventes se font chez une hôtesse qui invite ses amis et qui, si elle ne parle pas forcément des produits, reste la maîtresse de maison, entretenant la conversation et servant des rafraîchissements. La sollicitation vient ainsi d'une amie qui réunit d'autres amis chez elle et qui, toutes le savent, gagne une commission sur chacune des ventes. Ainsi, en donnant à l'hôtesse une commission sur les ventes, la société Tupperware fait en sorte que les clients achètent à une amie, pas à un vendeur inconnu. Ainsi, toutes les connotations de chaleur, de plaisir, de sécurité et d'obligation que comporte la relation d'amitié vient se greffer à la vente. L'apparence physique compte également beaucoup pour la sympathie. Les recherches montrent que nous attribuons automatiquement
aux individus au physique avantageux des qualités comme le talent, la bonté, l'honnêteté, l'intelligence. De plus, nous faisons ce jugement sans nous rendre compte que l'apparence physique de la personne nous influence. Les études montrent que la beauté physique est un atout presque partout, en politique, en recrutement, dans un jugement, dans l'assistance en cas de problème, etc. De la même manière, nous aimons ce qui nous ressemble. La similarité est donc un facteur important pour la sympathie. Et il semble que ce phénomène agisse quel que soit le domaine de la ressemblance. Opinion, personnalité, milieu, mode de vie, peu importe. Par conséquent, ceux qui veulent se rendre plus sympathiques à nos yeux peuvent le faire plus facilement en nous ressemblant. Ensuite, le fait de donner des compliments à quelqu'un fait que très facilement on peut avoir l'air sympathique à ses yeux. Le 5e principe de l'influence est l'autorité. C'est l'incontestable ascendance d'une personne détentrice de l'autorité sur les gens, que ce soit un docteur, un policier, un chef, etc. Cette puissante motivation des personnes à se soumettre à une autorité considérée comme légitime n'est pas sans raison. Du point de vue de l'organisation sociale, un système d'autorité hiérarchisé et largement accepté comporte de nombreux avantages. Et nous apprenons depuis notre naissance que l'obéissance aux autorités compétentes est louable et la désobéissance condamnable. Mais il y a parfois des erreurs qui viennent de ces autorités. Par exemple, un médecin avait ordonné des gouttes pour les oreilles pour un patient souffrant d'une infection douloureuse. Mais au lieu d'écrire complètement traitement analogue, il écrivit traitement anal sur l'ordonnance. Si bien que l'infirmière de garde, lisant l'ordonnance, mit docilement le nombre requis de gouttes pour les oreilles dans l'anus du patient. La leçon à retenir dans cette histoire est que dans bien des cas, lorsqu'une autorité légitime a parlé, le bon sens n'est plus de mise. Le 6e principe de l'influence, c'est la rareté. Pour bien le comprendre, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous discutez avec des personnes, vous arrive-t-il d'interrompre votre conversation pour répondre à ceux qui vous appellent au téléphone? Si oui, vous êtes comme la majorité de la population. Et pourquoi sommes-nous si nombreux à agir ainsi? Parce que le correspondant a une qualité que votre interlocuteur n'a pas, sa prochaine indisponibilité. Si je ne décroche pas le téléphone, je risque de manquer pour de bon l'appel et l'information qu'il m'apporte. C'est pour cette raison qu'à ce moment précis, l'appel m'est plus précieux que la conversation en cours, aussi bonne soit-elle. Ainsi, l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable dans la prise de décision. Nous semblons en fait plus motivés par la crainte de perdre quelque chose que par la perspective d'en gagner une autre à valeur égale. Les recherches montrent que s'il y a une chose en nous, humains, avons horreur, c'est de perdre une liberté qui nous est acquise. À chaque fois que notre liberté de choix se trouve limitée ou menacée, nous y attachons soudain bien plus de prix et nous estimons davantage les biens qui y sont liés. Ce phénomène se produit non seulement quand un produit ou un service est perçu comme rare, mais aussi quand on nous interdit quelque chose. Cela nous pousse souvent à désirer plus ardemment l'objet ou la chose interdite. De plus, nous attachons encore davantage de prix à quelque chose qui était courant et qui devient rare qu'à quelque chose qui a toujours été rare. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la pour que d'autres personnes découvrent comment utiliser ces principes d'influence pour le bien ou au contraire pour s'en prémunir. Et en complément, allez voir cette chronique vidéo que j'ai fait du livre La semaine de 4 heures, exactement sur le même principe avec le même format que cette vidéo actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir.